C'est parti. Très bien, bonjour. Bonjour À tous. Bienvenue pour ce hangout avec Anne Hidalgo au lendemain du Conseil de Paris. C'est pour nous l'occasion, dans le bureau de Madame la maire, de pouvoir débriefer sur les débats qui ont eu lieu lundi et mardi. Juste avant de présenter les personnes qui vont vous questionner, pourquoi le choix du hangout? C'est quelque chose que vous affectionnez, vous l'avez déjà fait pendant votre campagne? Je l'ai fait 2 fois en fait. J'ai fait une fois dans mon local de campagne, donc quand j'étais candidate. La date, je me souviens plus très bien, mais c'était cet hiver, en décembre. Voilà. Et alors, on avait eu des petits problèmes techniques, mais bon, on s'en était bien sorti. J'avais bien apprécié l'exercice. Et puis après, je l'ai refait avec France 3. Donc juste avant le premier tour de l'élection. D'ailleurs, ils avaient fait d'autres candidats qui avaient exploité l'équilibre et ça avait été très très bien aussi. D'accord. C'était chaud, animé, mais voilà, utile, je crois. Un débat, c'est assez direct. Aujourd'hui, on a 4 personnes avec nous pour justement vous poser des questions. Ouais. On peut commencer peut-être par vous présenter, enfin vous présentez vous-même, peut-être commencer par Armel. Bonjour. Donc je m'appelle Armel Lecause et je suis designer de formation et je fais aussi partie d'un collectif qui s'appelle Démocratie ouverte qui cherche à promouvoir des formes de démocratie plus transparentes, plus collaboratives. D'accord. Vous habitez sur Paris? J'habitais dans le 14e jusqu'à il n'y a pas longtemps, et puis là je suis parti faire un tour de France à la rencontre des candidats aux élections municipales et des maires pendant 6 mois, donc j'habitais plus Paris pendant cette aventure. C'est ça, hein? Exactement. Ok, merci Armel. On aura Claire aussi avec nous. Claire, bonjour. Bonjour. Présentez-vous en quelques mots. Ah. Claire, pardon, moi. Excusez-moi. Je m'appelle Claire, j'habite le 13e, à Paris-Rive-Gauche, le nouveau quartier. Je suis présidente d'une association qui s'appelle Notre Quartier 13, dont le but est de promouvoir la vie de quartier et de créer du lien. Voilà. Merci. On a également Gustave qui est avec nous. Bonjour. Gustave. Bonjour, je suis Gustave Tolgert, j'habite dans le 11e arrondissement à Paris. Je suis étudiant à Paris 1 la Sorbonne en économie et gestion d'entreprise et je suis par ailleurs élu étudiant au sein du conseil de formation à la vie étudiante à Paris 1 la Sorbonne et aussi je suis le fondateur d'une association sportive qui s'appelle le Viking Club Paris qui existe depuis 4 ans donc maintenant et qui compte à peu près 100 adhérents maintenant. Très bien. Merci Gustave. Et enfin Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Madame la maire, bonjour. Moi j'habite le 11e, je suis originaire du nord de la France mais je suis arrivé à Paris il y a très longtemps. J'habite donc dans le 11e où je m'éclate quand même parce que Paris est une belle ville. Et sinon je bosse pour des sites web et je suis un passionné de politique. Donc c'est pour ça que je suis ravi d'être là parce que ça m'intéresse. Merci. Eh ben, bienvenue à vous 4. On va rappeler que donc 4 internautes sont avec nous en direct, mais que vous pouvez également directement réagir via les réseaux sociaux. Il y a un hashtag qui est HangoutAH sur lequel, avec lequel vous pouvez réagir directement sur Twitter. Et nous relayerons vos questions directement à Madame la maire. On peut commencer tout de suite avec peut-être Armel qui avait une question. Oui, Armel, qui avait une question sur la démocratie participative, c'est ça, ou locale en tout cas. Oui, tout à fait. En fait, donc ma question concerne même la démocratie en général, parce que j'ai regardé le Conseil de Paris en ligne hier, et donc j'ai vu qu'il y avait beaucoup de propositions que vous faisiez sur ces questions de démocratie. Notamment, vous proposez un budget participatif avec 5% du budget d'investissement qui sera décidé avec le citoyen. Vous proposez une plateforme participative pour avoir des échanges sur Internet entre citoyens, élus et agents de la ville. Une nouvelle vision de la charte parisienne de la participation. J'ai fait plein de petites notes de la modification du fonctionnement des conseils de quartier avec notamment une présidence par des habitants plutôt que par des élus. Le fait d'abaisser le seuil des pétitions à 5000 signataires pour qu'elles soient ensuite étudiées dans le Conseil de Paris et la création d'un conseil économique, social et environnemental parisien. Donc déjà, je voulais vous féliciter pour toutes ces mesures. Moi, je trouve que ça va vraiment dans le bon sens. Comme je vous disais tout à l'heure, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Démocratie ouverte et qui promeut des formes de gouvernance plus transparentes et plus collaboratives.
je suis parti faire un tour de France pour aller dormir chez des maires et des candidats, les interviewer sur leur vision de la démocratie. Et j'ai été dans des villes un peu partout en France dans lesquelles il y a des maires qui réussissent à faire vivre complètement différemment la démocratie sur leur territoire, qui innovent dans les outils et les méthodes qu'ils utilisent. Avec les plus innovants de ces maires, on est en train de se regrouper à travers une initiative qui s'appelle Territoire hautement citoyen. Donc c'est un groupe qui permet d'échanger sur les meilleurs outils, mais surtout en fait sur la manière de faire que ces outils démocratiques soient vraiment utilisés et donc vraiment efficaces. Donc ma première question, c'est de savoir si ça vous intéresse de rejoindre ce groupe de territoire hautement citoyen et ce groupe de maires innovants qui cherchent à opérer une forme de transition démocratique dans leur ville, parce que vos propositions ont l'air d'aller complètement dans ce sens-là. Moi, je suis très partante pour travailler dans ce réseau avec d'autres maires. D'ailleurs, quelle que soit la taille des communes, je pense qu'on est tous confrontés à une distance de plus en plus importante entre les citoyens et la démocratie, et du coup à une remise en cause de la démocratie, alors que je pense qu'il n'y a pas d'autre système possible qu'un système démocratique. Et donc, les propositions que j'ai faites, elles m'ont été inspirées par les Parisiens pendant toute cette campagne, et puis pendant des années, les années que j'ai passées en tant qu'élue avant d'être maire. Par exemple, sur les conseils de quartier, j'ai vu ces dernières années que cette opposition entre démocratie participative et démocratie représentative pouvait conduire un certain nombre d'élus à essayer de reprendre les choses en main. C'est pour ça que je souhaite vraiment que les conseils de quartier puissent s'organiser avec l'appui des élus, mais sans que ce soit les élus qui décident à leur place ou qui président à leur place les réunions. Le budget participatif, ça fera de notre ville la ville qui aura le budget participatif le plus important au monde. Il y a des initiatives comme à Lisbonne ou dans d'autres villes qui sont très intéressantes et on va aussi s'en inspirer. Voilà, moi je suis frappée d'une chose, notamment à Paris, je trouve qu'il y a une maturité des Parisiens, une envie des Parisiens de se mêler de tout, et je ne veux sûrement pas les décourager de le faire, au contraire. Et ce que j'aimerais aussi dans ce mandat, avec tous ces outils, avec tous ces éléments de dialogue et de participation à la décision, parce que c'est aussi ça dont il s'agit, j'aimerais aussi qu'il y ait une culture démocratique qui puisse être partagée avec les citoyens sur comment se prennent les décisions, le pourquoi des décisions, combien coûtent les projets que l'on porte, et qu'il y ait aussi une culture plus partagée, politique et gestionnaire, entre les responsables politiques que nous sommes et les citoyens. C'est aussi ce que j'aimerais voir surgir avec toutes ces propositions, mais je suis partante pour participer à votre réseau. De manière très pratique, vous aviez quelques propositions, l'Agora citoyenne, le Speaker Voice, c'est des choses qu'on pourrait voir arriver très, très prochainement. Bien sûr, très très vite, parce que ce sont des choses qu'on peut mettre en place sans problème. Elle figure le choix qu'on a fait avec Pauline Véron, qui est mon adjointe sur les questions de démocratie participative, c'est de faire, dès le premier Conseil de Paris, un vœu, c'est-à-dire une feuille de route, votée d'ailleurs, donc il y a eu un débat et un vote sur cette feuille de route, avec une mise en œuvre très rapide. Et un autre sujet, parce que, par exemple, sur les conseils de quartier, si on veut redynamiser les conseils de quartier qui sont un peu essoufflés dans certains endroits ces derniers temps, il faut peut-être leur donner de nouvelles missions. Je pense que les conseils de quartier sont très importants, par exemple, pour nous aider à faire un diagnostic sur les questions de propreté, d'environnement, sur les questions de tranquillité publique, ou même sur la lutte contre la pauvreté. J'ai dit, j'y reviendrai, ce n'était pas dans ce Conseil de Paris, mais que la lutte contre la pauvreté, notamment les gens qui sont à la rue et les solutions qu'on doit trouver pour eux, ça sera vraiment un engagement de cette mandature. Pour ça, j'ai aussi besoin de la participation citoyenne, et je pense que les conseils de quartier peuvent être aussi des lieux de proximité pour nous aider à relever ces défis. Justement, sur Google+, on a une question de Kevin Talandi qui nous demande si on pourrait avoir une feuille de route datée quartier par quartier pour avoir une vision plus claire de tous ces projets. Sachant que le point de départ, c'était quand même cette discussion en Conseil de Paris. Moi, je souhaite m'appuyer sur les maires d'arrondissement. Certains maires d'arrondissement, notamment de l'opposition, m'ont fait des reproches hier en disant « mais vous voulez nous squeezer, vous voulez finalement
donner un rôle plus important au conseil de quartier. Je veux donner un rôle plus important au conseil de quartier, mais pas pour les opposer au maire d'arrondissement. Donc, j'ai besoin, et j'espère que dans chaque arrondissement, qu'il soit d'opposition ou de la majorité municipale, les maires d'arrondissement joueront le jeu et accompagneront. C'est vraiment un progrès démocratique pour moi, cette ouverture. Je voulais vous dire aussi, ça ne figure pas dans le vœu qu'on a discuté hier, mais pour aider les conseils de quartier à être vraiment des lieux dans lesquels les citoyens viennent. Je souhaite qu'il y ait dans chaque quartier un local de type grand container vitré sur une place publique, donc pas un bâtiment, pas une salle, voilà, fermée à clé, etc., mais un lieu au nom du quartier, un peu comme ces jolis containers qu'on voit sur les voies sur berge, j'en ai vu ce matin encore en y promenant, qui pourrait être le lieu où les habitants du quartier pourraient aussi venir chercher de l'information, apporter aussi des idées, et où, par exemple, les conseillers de quartier pourraient faire des réunions aussi, par exemple, avec les agents de la propreté, avec les agents du commissariat de police, qui pourraient aussi venir de temps en temps discuter avec eux sur les questions de tranquillité publique. Bref, je veux qu'ils aient des lieux posés sur des places dans des endroits très très centraux, ce ne soient pas des bâtiments difficiles à franchir, mais qui soient vraiment aussi le lieu du conseil de quartier avec une charte d'occupation de ces lieux. Souvent, on voit dans ces conseils du quartier les mêmes personnes qui viennent, qui sont souvent des gens de personnes de catégories socio-professionnelles plutôt élevées, souvent des hommes grisonnants. Bon, j'exagère un peu, mais c'est quand même souvent ça. C'est ça. Je comprends l'idée d'avoir un lieu du coup dédié à la démocratie. Je trouve que c'est une super idée. J'ai vu d'autres maires ou d'autres mairies qui avaient recours au tirage au sort pour aller prendre finalement des personnes au hasard dans la population et leur proposer de participer. C'est une idée que vous trouvez intéressante? Ça se fait déjà. Ça existe déjà, ça. Voilà, c'est comme ça qu'on choisit que sont choisis les conseillers de quartier. Ils sont tirés au sort pour les habitants. Claire, peut-être aviez-vous une question sur la vie associative et sur les difficultés un petit peu parfois pour faire ces démarches et créer des associations. Vous êtes vous-même... Oui, c'est ça. Enfin, je vais parler du monde associatif juste après parce que je voudrais rebondir sur le conseil de quartier. Moi, je fais partie du CQ7 et c'est une très bonne nouvelle d'apprendre que vous souhaitez des lieux pour les conseils de quartier parce que nous, on galère à chaque fois rien que pour se réunir. Et le budget participatif, c'est une bonne chose aussi que ça évolue parce que c'est très souvent en fait qu'en fin d'année, il n'a pas été utilisé parce que les gens ne savent pas qu'ils peuvent y avoir accès. Et c'est là que, en tant que présidente d'association, j'ai une petite demande parce que en fait, pour être aidé financièrement, on a plusieurs options. On a les demandes de subventions, mais c'est assez compliqué pour les petites assos. Je parle bien des petites assos. Et après, il y a le conseil de quartier, mais le conseil de quartier ne peut pas donner de subventions. Aux associations, ne peut pas donner une petite enveloppe aux associations pour les projets. Donc, en fait, quand on présente un projet, on dit que c'est un projet d'habitants pour pouvoir y avoir accès. Et je trouve que c'est un tout petit peu dommage, sachant que, enfin, en tout cas pour nous, les enveloppes sont jamais dépensées en entier. Et donc, ça repart à la mairie de Paris, Mais l'idée, c'est quand même de faire vivre le quartier. Donc, ce serait une chose... qui pourrait être intéressante d'ouvrir ce petit budget aux petites associations qui n'ont pas de subvention, évidemment. Évidemment. Sachant qu'il y a deux choses. Vous faites référence au budget des conseils de quartier qui continueront à fonctionner, sur lesquels il peut y avoir des évolutions. Il faut que ce soit un peu encadré, c'est de l'argent public. Oui, non, mais bien sûr. Voilà, je sais bien. Mais ça reste encadré avec des factures, des fournisseurs fournis par la mairie, etc. Mais moi, ce dont je parle en plus, c'est vraiment un budget participatif sur le budget d'investissement de la ville. C'est-à-dire qui n'est jamais dépensé, pas rarement. Voilà, ça va au-delà de ce qui existe déjà. Il faudra bien sûr expertiser et améliorer ce qui existe aujourd'hui en termes de budget des conseils de quartier. Mais je pense par exemple
parce qu'on va avoir différents niveaux de projets. Il y aura des projets qui vont être présentés pour l'ensemble de Paris. Par exemple, un équipement, un aménagement important sur lequel on va demander l'avis à l'ensemble des Parisiens. Ils pourront voter, ils pourront se prononcer. On va beaucoup utiliser bien sûr les réseaux sociaux et des votations spécifiques. Par exemple, pour hiérarchiser des équipements ou des projets que nous présenterons. Et puis, il y aura des projets présentés par les habitants, des associations, des collectifs sur lesquels la mairie de Paris expertisera la faisabilité, le coût, fera le travail comme si c'était un projet qui venait, qui était préparé par un adjoint ou par un élu. Là, il y aura le même travail de la part de nos services. Et ensuite, il y aura là aussi des votations et un choix qui pourra se faire sur la base du budget d'investissement de la ville, qui est un budget important, hein, puisque 5%, ça représente 71 millions d'euros par an pour tout Paris, ce qui est quelque chose qui va nous permettre de faire des belles réalisations à partir des propositions des habitants. Je voudrais passer la parole à Gustave pour qu'on avance sur un des thèmes qui est l'un des thèmes majeurs de votre mandature, le logement. Je crois que Gustave avait une question concernant le logement, notamment le logement des jeunes. Oui, tout à fait. Le logement était durant votre campagne une de vos priorités. On l'a bien vu au dernier Conseil de Paris. Mais je voudrais surtout revenir au logement pour les jeunes étudiants, les jeunes travailleurs, les jeunes actifs, mais aussi les jeunes chômeurs qui sont très souvent donc en difficulté financière et ils sont souvent recalés en banlieue parisienne pour se loger, alors que leurs activités, les études, le travail ou même l'inscription au Pôle emploi a lieu à Paris. Donc comment pensez-vous créer des logements adaptés aux jeunes, à cette catégorie de la population-là, aux jeunes à Paris? D'abord, vous avez vu, hein, ça a été le sujet par lequel on a démarré le Conseil de Paris, c'est ma priorité. Je l'ai dit, il ne s'agit pas simplement de relever un défi, il s'agit vraiment de gagner. On a une proposition avec Yann Brossard qui est de produire 10 000 logements par an, 10 000 nouveaux logements. Sur ces logements, il y aura des constructions neuves, des transformations de bureaux en logements. Il va y avoir l'utilisation d'une technique qu'on n'avait pas du tout utilisée jusqu'à présent, qui est ce qu'on appelle la préemption. C'est un peu technique dans le diffus. En gros, ça veut dire que dans un immeuble qui, par exemple, serait voué à une vente à la découpe, on peut racheter plusieurs appartements à l'intérieur et les mettre ensuite, en protégeant bien sûr les habitants, dans le parc social de la ville. Et puis, je veux aussi engager le secteur privé, notamment à travers une agence de location publique-privée qui nous permettrait, en donnant des garanties nécessaires, de faire revenir sur le marché locatif des logements qui aujourd'hui sont vacants, que les propriétaires préfèrent ne pas louer. Donc, une batterie de mesures. Là-dedans, bien sûr, il y a le logement étudiant, le logement pour les jeunes travailleurs et les jeunes actifs. C'est environ 1000 logements par an qu'on va faire pour ces catégories de jeunes, avec aussi, par exemple, la question des jeunes apprentis, parce que j'ai eu l'occasion de l'évoquer avec les professionnels de la Chambre des métiers. Les jeunes qui sont en formation d'apprentissage ont aussi beaucoup de difficultés pour se loger. Et donc, on va avoir là aussi un accord avec la Chambre des métiers pour pouvoir les loger. Donc, 1000 logements par an, c'est le rythme de production pour les jeunes étudiants, jeunes travailleurs, sur lequel on s'engage. Lors de votre campagne, il y avait eu une proposition au secteur privé pour un pacte logement pour tous. Bien sûr. Il s'est engagé à le signer une fois que vous seriez élu. Est-ce que ça sera fait bientôt? Oui, ça marche. En tous les cas, moi, je suis ravie d'ailleurs du travail que fait Yann Brossard. Le 23 juin, donc vous voyez, on ne perd pas de temps, on va organiser une grande conférence, la conférence logement, avec tout le secteur privé. Parce qu'il est clair qu'on ne s'en sortira pas si on ne visite pas toute la chaîne du logement. Le secteur public, c'est notre rôle à nous de faire et de produire du logement social, du logement pour les étudiants, pour les classes moyennes et pour les personnes qui aujourd'hui sont aidées et n'arrivent pas à se loger dans le secteur privé. Mais il faut aussi que le secteur privé vienne. D'ailleurs, il y a aussi une mesure qui est une mesure nationale, une mesure éducative
notamment la régulation des loyers, l'encadrement des loyers, sur laquelle je compte beaucoup pour nous aider à faire baisser le coût des logements. Gustave, vous vouliez Oui, Oui, je voudrais intervenir justement. C'est très bien de proposer la construction de nouveaux logements, mais il faudrait peut-être encore aller plus loin en proposant l'accessibilité au logement, parce que les étudiants ou même les chômeurs n'ont pas les moyens de s'acheter un petit studio à Paris. On voit déjà les prix, 800 € par mois en général pour un studio de 20 mètres carrés. C'est trop cher pour Paris. C'est les prix à Paris, certes, mais pour eux, c'est trop cher. Même la bourse n'est pas d'autant. C'est pour ça que moi, je veux privilégier la location et la location aidée ou encadrée, c'est-à-dire les logements dont je vous parle sont des logements qui correspondent justement à des personnes qui ont des revenus qui ne vont pas pouvoir payer ce qu'il y a sur le prix du marché. Sur l'accession à la propriété, c'est un sujet qu'on nous a souvent évoqué. Paris est d'abord une ville de locataires. La vocation de Paris, c'est vraiment d'être une ville de locataires. C'est vrai qu'on pourrait s'engager aussi dans un soutien à l'accession à la propriété, mais après, on ne peut pas aller vers un système qui serait une espèce de grande loterie. Si moi, je vends du terrain de la ville moins cher pour faire de l'accession à la propriété, quelles sont les règles du jeu pour savoir qui va pouvoir l'acheter? Vous voyez, on est quand même dans des choses qui peuvent créer des distorsions qui, sur le plan éthique, ne seraient pas acceptables. Donc moi, j'ai plutôt souhaité, et c'est la discussion aussi que je vais avoir avec le secteur privé, m'engager pour développer dans le secteur locatif du locatif aidé, logement social, logement pour les étudiants, etc., et de dire au secteur privé qu'ils accompagnent quand même l'émergence d'une offre de logement abordable, parce que si on continue à avoir une moyenne du mètre carré à la location à Paris qui est à plus de 30 € le mètre carré, on ne pourra pas loger les classes moyennes. Là, je ne parle plus des gens qui sont en logement social, mais on ne pourra pas aider non plus ou loger les classes moyennes et les jeunes actifs. Olivier, donc, il faut que tout le monde y prenne sa part. Olivier, vous bougez la tête. Aviez-vous aussi une question qui concernait le logement, mais alors, et aussi la précarité des personnes âgées? Oui, voilà, parce que moi, je me rends compte quand même, j'ai regardé les chiffres, 148 000 demandeurs d'appartements à Paris, 12 000 attribués. Vous avez parlé tout à l'heure des 200 000 mètres carrés de bureaux qui sont inoccupés. On sait qu'en plus, l'Île-de-France grossit, ça a des impacts sur l'écologie, notamment parce que du coup, comme disait le jeune Gustave, pardon, comme disait Gustave, ils sont obligés d'aller en banlieue, mais il n'y a pas que les étudiants qui vont en banlieue, il y a ceux qui travaillent à Paris, qui sont obligés de prendre des voitures. Donc, comment vous allez un peu réattribuer tous ces appartements et notamment aussi aider. Moi, j'ai raconté ça à la personne qui m'avait contacté avant. Il y a un truc qui me choque, c'est que de plus en plus, j'habite le 11e, c'est pas un quartier pourri, hein, je vois de plus en plus de personnes âgées faire la sortie des magasins le soir quand il y a les poubelles pour acheter à manger, pas pour acheter à manger, pour prendre à manger dans les poubelles. Et il y avait une petite mamie qui ressemblait à ma grand-mère, donc ça m'avait encore plus choqué. Je suis allé la voir un jour quand même, parce que je me suis dit c'est pas possible. Et elle m'a dit, une fois que j'ai payé mon petit modeste appartement là sous les toits, parce que vous avez dit beaucoup de gens sont locataires, et elle dit si je veux payer l'EDF et puis avoir chaud, il faut que je presque voler de la nourriture dans les poubelles. Donc comment vous pouvez un peu résoudre tout ce problème d'attribution d'appartements, de précarité, parce que c'est énorme à Paris? D'abord, vous savez, ces dernières années, de 2001 à aujourd'hui, on a beaucoup produit de logement social. On est une des villes en France qui a le plus fait en matière de logement social, puisque on est passé de 13% à 20% de logements sociaux là en mars 2014. Donc cette action-là, elle est indispensable. En même temps, c'est clair qu'il faut agir et ne pas accepter la fatalité du marché. Dans les outils que je veux utiliser aussi, il y a des terrains. Les terrains, je viens de faire un recensement de terrains qui appartiennent à la ville, qui sont occupés, parfois pas très très bien occupés, par des casernes. Je ne parle pas des pompiers, les pompiers, voilà, on en a besoin vraiment à Paris, mais il y a un certain nombre de lieux qui sont des terrains qui sont occupés à pour des personnes ou des activités qu'on pourrait optimiser. On a récupéré la caserne Reuilly dans le 12e arrondissement, qui va nous permettre d'y faire du logement. Avant, on ne peut pas dire que l'utilisation de ce terrain était optimale. Donc, mobiliser aussi le foncier qui nous appartient
pour pouvoir construire du logement. Et aussi comment dire, une discussion un peu serrée, amicale, mais très serrée avec l'État sur les emprises foncières de l'État ou de la SNCF ou d'organismes appartenant à l'État à Paris, qui sont parfois des friches inutilisées, inoccupées, que par exemple la SNCF voudrait nous vendre très cher. Moi je dis non, c'est pas possible. Je veux ces terrains-là pour pouvoir y faire du logement, des équipements, des jardins, des espaces verts. Parce qu'il ne s'agit pas de bétonner la ville sans penser à tout ce qui va avec le logement. Hein. Quand on fait du logement, il faut des jardins, il faut des crèches, il faut des écoles, il faut tout cet accompagnement si on veut que la ville soit vivable. Justement, il y a une double question. Oui. Alors, Gustave voulait lui parler du verdissement de la ville, et ensuite on reviendra sur Claire qui. Oui, peut-être juste quand même sur la question de comment dire, la densité, comment gérer tout ça. Il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué encore, qui est le Grand Paris. C'est-à-dire que moi, je me bats beaucoup pour que ce sujet soit porté aussi par d'autres que nous. Hein. Nous, on donne l'exemple en étant dans cette approche de la fabrication de la ville qui intègre le logement, le travail, les déplacements, les espaces verts et les services publics, mais il faut qu'autour de nous, on soit aussi soutenu par d'autres collectivités. C'est à l'échelle du Grand Paris. Le Grand Paris, c'est pas la région Île-de-France, hein, c'est ce qu'on appelle l'aire métropolitaine, c'est-à-dire un territoire sur lequel il y a une certaine densité, mais en même temps, pas une densité suffisante non plus. C'est-à-dire que c'est dans ce Paris et la petite couronne qu'on peut encore construire, produire du logement et des équipements, si on ne veut pas aller imiter les terres agricoles qui, elles, font la bordure de l'Île-de-France. Donc, je suis aussi très engagée dans ce sujet-là parce que il faut justement essayer de concentrer un peu la ville et la métropole pour éviter des déplacements qui nous amènent à aller finalement chercher des solutions de transport qui sont difficiles et qui du coup se résolvent mal par la voiture individuelle et qui ont pour conséquence la disparition de terres agricoles ou de forêts autour de nous. Donc voilà, ce débat il est très très important et il est au cœur de la discussion sur le Grand Paris qu'on a aujourd'hui. Alors, est-ce que je peux juste revenir sur l'attribution quand même des logements, qui est quand même quelque chose de très très important pour plein de gens. Alors, sur les personnes âgées, on a mis en place des aides dans la précédente mandature parce qu'effectivement, le phénomène de précarité que vous évoquez, on l'a vu et on a créé des aides nouvelles, y compris pour les personnes retraitées qui, avec une petite retraite, n'arrivent pas à joindre les deux bouts à Paris. Mais sur les attributions, là aussi, ça a été un sujet que j'ai souhaité porter dès le premier conseil de Paris. Avec Bertrand Delanoë, on avait fait la transparence, c'est-à-dire que en gros, avant 2001, il y avait 20 personnes au cabinet du maire qui distribuaient les logements de façon assez clientéliste. Nous, on a mis en place des commissions pour assurer une égalité et une transparence. Mais ça n'est pas suffisant. On va aller plus loin. Ce qu'on a proposé hier, c'est d'abord la mise en ligne aussi des offres de logement social, le suivi individuel de chaque personne, de chaque demandeur de sa demande, et puis un système de cotation, ce qu'on appelle le scoring, c'est-à-dire pour que chacun soit à égalité. C'est un système qui existe ailleurs à Rennes. Est-ce qu'il a fait ses preuves, ce système? Il a vraiment fait ses preuves à Rennes, c'est-à-dire il permet... C'est des temps plus courts En fait, c'est déjà sur les attributions, vous savez, on a en fait beaucoup de coups de fil sur les attributions de logement qui sont liés à la loi Dallot, aux personnes en grande précarité, et du coup, on avait quand même une distorsion. Une famille qui attend depuis 10 ans d'avoir un logement et qui en a besoin classe moyenne, petite classe moyenne, se retrouvait en général à attendre et avoir d'autres priorités passées devant. Le système de cotation qu'on va mettre en place rééquilibre un petit peu l'ensemble des demandes et va permettre justement de mieux, y compris prendre en compte le temps de la demande, depuis quand les gens ont fait cette demande, l'évolution de leur situation. C'est un système qui pourrait être mis en place à quelle échéance? Très vite, très vite, puisque là on souhaite dès avant l'été pouvoir le mettre en place à Paris et permettre aux Parisiens de suivre vraiment aussi leur demande. D'accord.
Il y avait une thématique écologique qui est très très fort. S'il y avait une question, c'était Olivier qui avait une question sur le verdissement. L'écolo. Et la végétation. Je vous entends mal, là, ça grésille pas mal. Oui, il y a un petit écho. Ouais. Donc, en fin de compte, oui, parce que ça rebondit justement sur le logement. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a plein de gens qui sont obligés de quitter Paris pour aller en banlieue, et donc il y a la voiture qui pollue, vous venez de l'évoquer. Mais le problème aussi de Paris, je trouve, c'est que Paris, contrairement à certaines grandes capitales, n'a pas de poumon vert, comme on pourrait voir à Londres ou à New York. Et je sais qu'il y a eu pas mal de projets qui avaient même été présentés une fois sur le parvis de l'Hôtel de Ville, avec remettre de la verdure le long du canal Saint-Martin, de créer des serres urbaines sur les toits. Et là, en ce moment, on parle même de projets de micro-algues sur les murs qui permettraient elles se nourrissent de CO2 et ça désencombre l'atmosphère. Est-ce que vous voulez partir aussi vers ce genre de projet? Oui. Et pas sombrer dans l'écologie fofolle, mais en tout cas dans l'écologie participative et intelligente? Bien sûr. D'abord, on va continuer à créer des espaces verts et des espaces de respiration. Vous savez, ce matin, j'étais sur les quais Berge de Seine. Franchement, il y a un espace de respiration. On n'a pas pu mettre plus de végétalisation pour l'instant sur les quais parce que on était, l'architecte du bâtiment de France nous a dit que c'est un site protégé. Et c'est sa minéralité qui en fait l'identité. Donc voilà, il y a des discussions, on ne peut pas décider de tout, mais on va reconquérir des espaces, place de la Bastille, des places dans lesquelles on va pouvoir avoir ces espaces de respiration et de végétalisation. Et puis, il y a cette idée aujourd'hui qui est de faire rentrer la nature par tous les bouts dans la ville. Il y a les espaces verts et faire rentrer la nature. Et donc là, je souhaite qu'il puisse y avoir dans chaque quartier une reprise de délaissés urbains, d'espaces qui peuvent être végétalisés, les toitures, vraiment le projet de végétalisation des toitures. J'ai commencé déjà dans la mandature précédente, quand j'étais adjointe à l'urbanisme, à demander dans chacun de nos projets d'archi, que ce soit construction de logements ou par exemple crèche, école, etc., d'avoir des terrasses végétalisées ou des terrasses pour du photovoltaïque. Et donc, on a déjà engagé ce mouvement, mais on va vraiment le généraliser. L'idée aussi, c'est avec les bailleurs sociaux, sur un parc de logements qui existe, celui des années 60, 70, avec des toits plats. Là, c'est très facile de pouvoir végétaliser, transformer en terrasse, en jardin, partager en toiture tous ces espaces. Et donc, voilà, je souhaite vraiment poursuivre ça et faire de notre ville, parce que vous dites qu'il n'y a pas de poumons. En fait, nos deux poumons, ce sont les deux bois, bois de Vincennes et bois de Boulogne, et puis quelques grands parcs. Et il y en a un quand même qu'on a créé et qu'on va encore agrandir, c'est le parc Martin Luther King dans le 17e, à Clichy-Batignolles, qui est magnifique, hein. Et puis la petite ceinture, j'allais oublier presque le plus beau, la petite ceinture ferrée qui va être un grand espace de respiration. Là aussi, je vous invite à y aller si vous n'avez pas déjà fait. Vous voulez pour l'instant réagir dans le 15e. Claire, vous voulez réagir sur cette question? Alors, juste avant de vous laisser, il y a une question je relais les questions de Twitter. Est-ce qu'il y aurait la possibilité de favoriser la mise en place de compost dans les immeubles en tant que locataire? Oui. Chose qui est à l'étude, ça? Voilà, c'est à l'étude et c'est déjà aussi enclenché. Alors, il y a des aides de la ville, on peut accompagner cela dans des écoles aussi, hein. On a aidé des écoles qui nous ont demandé à avoir des outils, des engins, des bennes, pour etc. pouvoir tenter pour pouvoir tenter l'expérience. Et dans le parc social, et notamment souvent en lien avec des jardins partagés qu'on ouvre dans le parc social. Justement, Claire, je crois que dans votre quartier, il y a un jardin partagé qui se met en place. Voilà, c'est en cours. On attend l'autorisation pour le terrain, mais c'est en bonne voie à la mairie, donc ça devrait pas tarder. Donc sur le quartier Paris-Rive-Gauche, tout ce que vous venez d'annoncer, en fait, nous on est une espèce de laboratoire. On a le premier jardin. On a le premier jardin totalement écologique.
On a les quais de Seine, on a la petite ceinture à côté. J'habite dans un logement social. On a beaucoup de verdure. Donc, c'est un chouette quartier et on voit bien l'évolution. On voit arriver des familles. On voit arriver les familles et là, on est en cours pour un jardin partagé. Donc, tout ce que vous dites, effectivement, je suis en train de le vivre. En tout cas, moi, je le vis en direct. D'accord. Et vous pouvez réagir sur les propositions de… La seule chose qu'il faut pas, j'allais dire oublier dans ce genre de quartier, c'est les commerces. Les commerces suivent pas. C'est-à-dire, on a les crèches, on a les écoles et on… Alors, vous faites bien de prendre l'exemple de ce quartier Paris-Rive-Gauche, hein, c'est vrai, c'est un vrai laboratoire. Je suis allée visiter aussi dans un immeuble de la RIDP un jardin potager sur le toit avec les habitants qui, font pousser des tas de choses, des fleurs, des légumes, et en plus avec un bel espace convivial. Donc, on est en train d'inventer dans un quartier comme Paris-Rive-Gauche les nouvelles façons d'habiter dans un milieu très urbanisé, mais en même temps très ouvert à la question du respect de l'environnement. Là où vous avez entièrement raison, c'est que à l'époque où ce quartier a été conçu, les commerces ont été complètement oubliés. Et il a fallu rajouter les commerces après. Moi, je me souviens, quand je suis arrivée en 2008 sur le dossier de l'urbanisme, j'ai dit ce quartier est formidable. En plus, il y a une créativité architecturale impressionnante. Mais j'ai dit, moi, je suis désolée, un quartier où je ne sais pas où trouver ma baguette de pain, le boucher, le marché. Le marché, ça ne peut pas fonctionner. Et donc, les quartiers qu'on a aménagés après, je pense notamment à Clichy-Batignolles, on en a tiré les enseignements. Et alors, je les ai vraiment enquiquinés, tous ces messieurs qui peut-être ne pensaient pas toujours, pardon, j'ai pas un discours sexiste. Ils sont ménagères. Les urbanistes étaient quand même plutôt des hommes qui n'étaient plus tout à fait concernés par l'achat de la baguette le soir. C'est pas le cas des Parisiens en général, mais bon. Et donc, du coup, je les ai bousculés. Et sur Clichy-Batignolles, on a, en plus de tout ce qu'on fait sur Paris-Rive-Gauche, on a ajouté la dimension du commerce de proximité dans l'élaboration même du quartier Clichy-Batignolles. Parce que c'est indispensable. Moi, je pense que Paris, sans ses commerces de proximité, c'est plus la même ville, quoi, hein. Et en plus, le tissu de solidarité qui se crée aussi autour des commerçants est exceptionnel. Quand on voit les commerçants engagés dans des mesures comme tous les plans qu'on fait en été pour lutter contre l'isolement des personnes âgées, et on propose aux commerçants de proximité d'être eux-mêmes des acteurs de ce plan de vigilance. Tout ça, c'est indispensable au fonctionnement d'une ville comme la nôtre. Olivier, une petite réaction et puis ensuite… Oui, rapide, juste parce qu'on a eu dans le 11e un gros problème, c'est l'installation des commerces asiatiques avec les commerces de tissus. À l'époque, Georges Sarr nous avait dit « Je ne peux rien faire parce que je suis maire d'arrondissement, c'est pas à moi de choisir ». Est-ce que vous pouvez aussi, à l'inverse justement, essayer de garder une vie de quartier, parce que la rue du Chemin Vert, par exemple, c'est un raté total. Alors, ce qu'on fait aujourd'hui, parce que la question du commerce, elle est posée à Paris, on est une des rares grandes capitales mondiales à avoir réussi à préserver ce commerce de proximité. On a utilisé plusieurs outils. Dans le plan local d'urbanisme, on a protégé des kilomètres de rue en disant quand, par exemple, un boucher va partir parce qu'il part à la retraite, ça ne peut pas être autre chose qu'un commerce de proximité qui vient de s'installer à la place. On a fait ça, c'est dans le règlement parisien, dans la loi parisienne sur l'occupation des sols. Ça nous est envié par beaucoup de villes, ça a été repris par d'autres villes. Mais ce n'était pas suffisant parce que à Paris, on a un énorme problème, c'est le prix des loyers, y compris pour les beaux commerces sociaux. Donc, on a créé une société d'économie mixte qui s'appelle la CEMAEST. Aujourd'hui, la Caisse des dépôts nous aide en apportant des fonds complémentaires. On travaille avec la Chambre des métiers qui s'occupe des commerçants et des artisans et on rachète des fonds de commerce, notamment dans les quartiers qui sont en perte de diversité commerciale. On rachète des fonds de commerce pour y mettre des commerces de proximité. On a beaucoup utilisé ça pour des commerces de bouche, mais aussi pour des librairies. On a 5 librairies qu'on a réinstallées dans le 5e. On a
un boulanger que j'ai vu il n'y a pas très longtemps dans le quartier de la Goutte d'Or pour remettre aussi ce type de commerce de proximité. Et moi, je souhaite amplifier ce travail-là avec les commerçants pour vraiment préserver les rues commerçantes et faire en sorte qu'il y ait de la diversité. Et le point de départ de ce travail-là, c'était effectivement ce qui se passait dans le 11e et dans le 3e arrondissement. Hein. Il y avait à Belleville et dans le 3e rue des Gravilliers, dans le quartier des Gravilliers, où on était confronté à ce problème de disparition de commerce. Il va être temps de conclure. Oui, je voulais juste, on n'en a pas parlé, mais juste dire un mot de la déontologie, la charte de déontologie qui a été acceptée avec la CTO de Paris, et notamment d'une feuille de route des élus qui, oui. en matière de transparence. Oui, ça me tient vraiment à cœur. Hier, à l'unanimité, une charte de déontologie dans laquelle bien sûr, à la probité, à la transparence, à ne pas financer le logement social. On a mis en place une commission de déontologie qui pourra traiter ces cas particuliers, mais je souhaite vraiment soit exemplaire. Voilà. Je ne veux pas qu'on mette en cause avec le train de vie réduit, les élus sont énormes, on passe des heures, c'est normal, on l'a choisi, solliciter le suffrage des habitants, la confiance soit réelle. Il faut qu'on soit dans cet exercice de transparence. Et puis dans cette transparence, j'ai demandé à chacun des 21 adjoints, je leur ai demandé d'élaborer, on a discuté ensemble, cette feuille de route, c'est le programme que l'on traduit dans chacun des logements, des placements sur les espaces verts, et les feuilles de route vont être mises dans de la ville. Les Parisiens puissent aussi avoir connaissance. J'ai travaillé avec mes collègues. Et là, maintenant, elles sont communiquées, elles vont pouvoir être disponibles sur le site de la ville. Je crois que c'est demain. Voilà. Il va être lent le pur. Merci à participer. Et puis, pour un prochain. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Il y a vraiment de changer.